Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'hyperplans affines dans un espace euclidien. Alors nous allons commencer par faire quelques petits rappels de géométrie élémentaire de lycée sur les plans dans l'espace. Donc, et puis en fait on va généraliser ceci dans la première moitié de la vidéo. Donc rappel dans R3 muni du produit scalaire usuel. Si on prend si je prends trois nombres A, B, C qui sont pas tous nuls, K un réel quelconque, alors je peux regarder le plan P d'équation AX plus BY plus CZ égale D. Donc c'est l'ensemble des points X, Y, Z dans R3 qui vérifie AX plus BY plus CZ égale K. Pardon. Alors, donc ça c'est l'équation générale d'un plan dans l'espace, et on peut déjà voir que avec n le vecteur de coordonnées ABC, P c'est l'ensemble des points M dans l'espace qui vérifie que le produit scalaire de n avec le vecteur OM égale K. Alors j'ai pris le point O ici, j'aurais pu prendre un point A quelconque. On aurait eu des X moins première coordonnée de A, Y moins première coordonnée de A, Z moins première coordonnée de A, et on aurait juste rajouté à K une constante. Ça c'est ce qu'on appelle, quelque chose de cette forme, c'est ce qu'on appelle une ligne de niveau. Donc si on prend l'application qui a M donne le produit scalaire de N avec OM, on regarde l'ensemble des points pour lesquels ceci vaut K. Donc si on voit ça comme une altitude, c'est l'ensemble des points d'altitude K. Un autre point de vue, c'est de dire, donc, avec un point A de coordonnées alpha, bêta, gamma, qui est dans le plan P, donc alpha plus b bêta plus c gamma égale K. Donc on peut remplacer K ici par ceci. Eh bien on a un point M qui est dans le plan P, si et seulement si A facteur de x moins alpha plus b facteur de y moins bêta plus c facteur de z moins gamma, je prends un point M de coordonnées x, y, z, égale 0. Donc ça équivaut au produit scalaire de n avec le vecteur AM qui est nul, donc n orthogonal à AM. Donc on voit que l'ensemble le plan P, c'est l'ensemble des points M pour lesquels le vecteur n est orthogonal au vecteur AM. Donc on dit que ce vecteur n, en fait on voit que ce vecteur n est orthogonal au plan P, et le plan P c'est le plan qui passe par le point A et qui est de vecteur normal n. Donc ça normalement sont des choses parcourues au lycée, sont deux manières assez pratiques de définir un plan dans l'espace. Et bien on va faire exactement la même chose, mais maintenant avec un hyperplan dans un espace euclidien. Et ça sera vraiment similaire. Donc, une définition, ou c'est une définition, on peut aussi dire rappel. Donc si on prend E un espace euclidien, je dis qu'un hyperplan affine de E, c'est un sous-espace affine de E de la forme h ronde égale A plus H, où A est un point de E et H droite est un sous-espace, est un hyperplan, pardon, mais cette fois vectoriel de E.
Donc on se rappelle qu'un hyperplan vectoriel de E, c'est à la fois un sous-espace vectoriel de E qui possède pour supplémentaire une droite vectorielle, et c'est à la fois le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E. Et on sait que H droite, c'est alors la direction de notre hyperplan affine, H ronde, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des vecteurs directeurs de H ronde, et un vecteur directeur de H ronde, c'est une différence de vecteurs de H ronde. Alors, ce que l'on a immédiatement, c'est que l'ensemble des vecteurs orthogonaux à H, donc le supplémentaire orthogonal de H droite, c'est une droite vectorielle. Donc on va dire qu'un vecteur normal à H ronde, c'est un élément de l'orthogonale de H. Et cet élément, l'orthogonale de H, on se rappelle bien sûr que c'est une droite vectorielle. Donc la première chose que l'on va faire, c'est juste généraliser ceci, voir qu'un hyperplan affine peut être décrit de deux manières différentes, soit par un point et un vecteur normal, soit comme étant une ligne de niveau d'une application type produit scalaire avec un vecteur normal. Donc, on peut le raconter. Donc, le premier résultat très simple, c'est que si je prends H, une partie de E, eh bien H est un hyperplan affine de E, si et seulement si H est de la forme A plus l'orthogonale on va mettre d'un vecteur normal, d'un vecteur n qui sera normal à H, où A est un point de E et n est un point de E, est un vecteur de E, mais n'est pas nul. Et alors, n, ce vecteur n là, c'est un vecteur normal à notre H ronde. Et la direction de H ronde, c'est uniquement ça. Bon, on n'a rien à démontrer là-dessus. Hein, c'est juste une traduction de ce que l'on a raconté avant. Un hyperplan affine, c'est de la forme A plus H avec H un hyperplan. Si on prend n un vecteur normal à la direction non nulle, eh bien le sous-espace vectoriel engendré par n, c'est le supplémentaire orthogonal de notre direction H droite. Donc on a immédiatement H ronde qui est égal à ceci. Donc ça c'est... et puis réciproquement, ceci est bien un hyperplan affine. Donc ça c'est assez immédiat. La seule chose qu'il faut montrer, c'est peut-être la deuxième caractérisation. Donc deuxième caractérisation d'un hyperplan affine. Donc si je prends A un point de E, eh bien si je prends H une partie de E, eh bien H est un hyperplan affine de E
si et seulement si il existe à la fois un vecteur n dans E mais non nul et k dans R, tel que H sur la ligne de niveau pour l'application produit scalaire de n avec le vecteur AM, donc c'est l'ensemble des points M dans E, tel que le produit scalaire de n avec le vecteur AM, c'est égal à K. Puis on verra immédiatement que n est un vecteur normal à notre hyperplan. Donc, c'est assez facile, on va dire. On va le montrer par double implication, réciproque l'une de l'autre. Et en fait, ça revient faire exactement ce qu'on a fait dans l'exemple de géométrie élémentaire de l'espace. On fait vraiment la même chose. Donc dans un sens, si H est un hyperplan affine, donc on écrit H est égal à 1 point B plus la direction grand H, où H droite est un hyperplan de E. Et comme H droite est un hyperplan de E, alors on pourrait l'écrire en fait avec un supplémentaire orthogonal, mais on peut aussi le voir avec le terme de représentation de Riesz. Donc on sait qu'il existe une forme linéaire non nulle phi pour laquelle H c'est le noyau de phi. Et cette forme linéaire, on peut l'écrire comme produit scalaire avec un vecteur. C'est une autre manière de revoir ce que l'on vient de voir ici. Donc, c'est par le théorème de représentation de Riesz, de Riesz-Fréchet. Donc, il existe un vecteur n dans E, non nul, tel que H, qui est le noyau de phi, c'est le noyau de l'application produit scalaire avec n. Et maintenant, si on prend un point M dans E, eh bien, on a M qui appartient à H droite. Si et seulement si, alors par définition, le vecteur BM appartient à H, on a dit que B, l'hyperplan affine H ronde, c'était l'hyperplan qui passe par B et de direction H droite. Donc si et seulement si, d'après ceci, le produit scalaire de n avec Bm est égal à 0. Or, le vecteur Bm, c'est le vecteur AM moins le vecteur AB. Donc c'est égal à AM moins AB, c'est BA plus AM, donc c'est AM moins AB. Donc ça équivaut par linéarité à produit scalaire de n avec AM est égal à produit scalaire de n avec AB. Et puis ceci, c'est bien une constante. Donc on a bien montré que notre point M notre hyperplan H, notre hyperplan affine H ronde était bien une ligne de niveau pour l'application qui a M donne le produit scalaire de n avec AM. Alors ce qu'on a généralisé un tout petit peu plus par rapport à ce qu'on avait vu dans dans l'exemple élémentaire, c'est que là on avait vu ça avec un produit scalaire avec le vecteur
en partant de l'origine. Là, on part d'un point A quelconque. Mais sinon, c'est vraiment la même chose. Et puis, réciproquement, donc si notre H ronde, c'est l'ensemble des points M dans E qui vérifie que le produit scalaire de N avec AM, j'alterne, je note comme ça les produits scalaires, plutôt, égale une constante K, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que l'application produit scalaire avec N, c'est une forme linéaire. Donc l'application phi qui a un vecteur U de E associe le produit scalaire avec N, ça c'est une forme linéaire non nulle. Forme linéaire immédiatement par bilinéarité du produit scalaire, non nul. Pourquoi? Parce que si on le fait en n, on obtient le produit scalaire avec n, et on a dit que phi de n c'est le produit scalaire de n avec le m, c'est le carré de la norme de n, on a dit que n n'est pas nul, donc phi de n vaut le carré de la norme de n non nul. Donc le rang de phi égale 1, or l'image de phi c'est un sous-espace vectoriel R, donc l'image de phi égale 1. Donc on va prendre donc ce cas là, donc l'image de phi est égale à R. Oh là là là. Donc ce cas-là appartient à l'image de phi. Donc je peux dire qu'il existe un vecteur U de E pour lequel le produit scalaire de n avec U c'est K, puis ce vecteur U je vais l'écrire AB. Donc je vais prendre B dans E tel que le vecteur U c'est le vecteur AB. Et dans ce cas, eh bien un point M appartient à H si et seulement si le produit scalaire de n avec AM c'est égal au produit scalaire de n avec AB, ça c'est K. Donc si et seulement si le produit scalaire de n avec BM est nul, donc si et seulement si le vecteur BM appartient au noyau du produit scalaire avec n, donc de phi. Donc c'est si seulement si ce vecteur BM appartient au noyau de cette forme linéaire non nulle, donc si et seulement si M appartient à ceci, au translaté du noyau de phi par B, bref, H est donc un hyperplan affine de direction le noyau de phi, et le noyau de phi, on peut voir immédiatement que c'est l'orthogonale du vecteur n. Le noyau de phi, c'est immédiatement les vecteurs qui sont orthogonaux à n. Donc ça, c'est on a fait le tour de ce que l'on voulait raconter. C'est exactement la généralisation de ce qu'on a observé, de ce que vous avez observé en lycée dans l'espace, et on peut d'autant plus le généraliser une fois que l'on s'est fixé une base orthonormée de notre espace E, parce qu'on sait bien dans une base orthonormée, un produit scalaire s'exprime juste avec des produits coordonnés par coordonnées. Donc, un corollaire de tout ceci, on va
dire que c'est presque culturel parce que ça fait juste le lien avec tout ce qu'on a raconté. C'est pas si utile que ça pour vous. C'est quand même intéressant. Donc si on prend E, un espace euclidien, B, une base orthonormée de E, eh bien un hyperplan affine de E, c'est exactement une partie de E, solution de l'équation A1x1 plus ANxn égale K, où A1, AN sont des réels pas tous nuls, K est un réel, x1, xn sont les coordonnées de notre variable qu'on peut appeler x dans la base B. C'est-à-dire que h ronde, c'est l'ensemble des vecteurs x de coordonnées x1, xn qui vérifie dans B, qui vérifie a1, x1 plus an, xn égale k. Et alors, un vecteur normal à h, c'est le vecteur de coordonnées A1, AN dans cette base B. C'est-à-dire que quand dans une base orthonormée, on a une équation de ce type, on voit tout de suite qu'on a un hyperplan affine, et on lit tout de suite les coordonnées d'un vecteur normal à cet hyperplan affine. Et ça rejoint exactement, encore une fois, l'exemple qu'on a fait dans l'espace, parce que dans l'espace, tout ce que l'on fait revient à travailler dans la base orthonormée, qui est la base canonique de l'espace RQ. Donc, il n'y a rien de particulier à dire. Alors, on va terminer cette vidéo en parlant de distance à un hyperplan. Puis on va peut-être faire un dessin. Je n'ai pas fait beaucoup de dessins jusque-là parce que normalement on n'a rien de plus à faire que les dessins de l'espace que normalement vous connaissez, mais bon, on va quand même en faire un ici. Donc je dessine, hop, un hyperplan affine H. Donc on a un point A de cet hyperplan. Donc quand on dessine H, c'est comme si quand on met un point A, c'est comme si on plaçait l'origine en A ici. Si je prends un point M de l'espace, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est la distance de M à notre hyperplan H. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on projette M sur cet hyperplan. Donc là, on a ce projeté que l'on va appeler P. Et on a bien sûr ici un angle droit. Là, on a oups là, il devrait être droit. Le vecteur AM. Et puis là, on peut regarder un vecteur N normal à notre plan H. Alors ce qui va nous intéresser, et ça ne devrait pas vous étonner vu
l'attention qu'on a portée à tout ce qui était unitaire de norme 1 quand on a travaillé, par exemple, dans le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, ça ne devrait pas vous étonner vu toutes les... vu tout le travail que vous faites en physique. On va prendre n un vecteur normal unitaire, donc de norme 1. Et avec un petit peu de culture géométrique, quelle est la distance entre M et notre hyperplan H? Ben, c'est la distance entre notre vecteur AM et notre direction H droite. Donc ça, c'est la norme de ce vecteur PM là. Mais quelle est cette norme? Eh ben, c'est la valeur absolue, premièrement, de ce produit scalaire-là, du produit scalaire de PM avec n. Mais on peut rajouter à PM une composante orthogonale à n sans changer cette valeur absolue. Donc on arrive à ceci, à cette formulation de distance. Donc c'est ce qu'on va montrer, hein. C'est quelque chose d'assez naturel. Peut-être que le plus important, c'est de bien se rappeler ce dessin. Et normalement, avec ce dessin, vous devriez arriver à retrouver toutes ces informations-là, y compris après la formule que l'on va donner ensuite. Donc le plus important, c'est peut-être ce dessin-là. Que normalement, vous devriez être censé, vous devriez pouvoir savoir refaire en autonomie. Alors, donc, on raconte juste ce que l'on vient de dessiner. Donc, on peut l'appeler proposition. Donc, si je prends H, un hyperplan affine de E, E c'est toujours un espace euclidien, A un point de H, et N un vecteur normal unitaire de norme 1 de E, de H, oulala, excusez-moi, de H, c'est-à-dire que H c'est A plus l'orthogonale de la droite engendrée par n, ou juste de n, c'est la même chose. Eh bien, si je prends M un point de E, la distance de M à E, c'est le produit, c'est la valeur absolue du produit scalaire du vecteur AM avec le vecteur normal unitaire n. Alors, je vous laisse distance, excusez-moi, à h. Oh là 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 là. Ah, c'est la distance de M à l'hyperplan H. Excusez-moi encore. Bon, où en étais-je? Donc c'est exactement ce qu'on a raconté. D'ailleurs, on ne travaillera pas toujours avec un vecteur normal unitaire. Il faut savoir s'adapter au cas où le vecteur n n'est pas unitaire. Et la formule, on a une formule analogue très simple. Je vous laisse la trouver vous-même. Donc, on va noter P. Alors, on va noter P, le point de H, tel que le vecteur AP
est le projeté orthogonal du point M, du vecteur AM sur notre direction. C'est-à-dire que P est dans notre direction, P est dans notre hyperplan H ronde, et le vecteur AP est orthogonal au vecteur PM. Eh bien, quelle est la distance de M à notre hyperplan affine H ronde? Par définition, c'est la borne inférieure pour tous les points B de H ronde de la distance entre M et B. On va mettre des accolades ici. Donc, c'est la borne inférieure pour tous les B dans H ronde donc la distance entre M et B, c'est la norme du vecteur B-Z ou M-B. Donc c'est la borne inférieure de la norme du vecteur BM pour B dans H ronde. Mais un élément de H ronde quelconque, c'est un A plus un élément de la direction. Je note petit h. Donc c'est la borne inférieure de... on peut l'écrire comme ça, M moins A plus H. Pardon, c'est une accolade. Ça, c'est un élément quelconque du vecteur de H ronde. Bref, c'est la borne inférieure pour tous les éléments H dans H ronde de la distance entre le vecteur M et le vecteur petit h. Bref, c'est la distance entre le vecteur AM et la direction. C'est exactement ce que l'on a vu sur le dessin. Et ça, on sait que c'est la norme de notre vecteur PM. Qu'est-ce que la norme de notre vecteur PM? On sait que H c'est l'orthogonale de N. Donc l'orthogonale de H, vu qu'on est en dimension finie, c'est le sous-espace vectoriel engendré par N. Donc il existe un lambda dans R tel que notre vecteur PM, c'est lambda fois N. Mais qu'est-ce que lambda? Comme N est unitaire, eh bien, comme notre vecteur N est unitaire, d'une part, la valeur absolue de lambda, c'est la norme du vecteur PM. Il suffit d'appliquer la norme à ce qu'on a obtenu. Et ensuite, eh bien, si on fait le produit scalaire de PM avec N, ça fait le produit scalaire de lambda N avec N. Donc on a lambda fois le carré de la norme de N. Et ceci vaut lambda. Donc on a exactement que la distance entre notre point M et notre hyperplan affine H, c'est la valeur absolue de lambda, et donc c'est bien la valeur absolue de ce produit scalaire. Ah oui, parce qu'on avait PM ici, car le produit scalaire de AM et de N, bon, je vais oublier ça, on peut l'écrire, produit scalaire de, donc AM c'est AP plus PM, donc PM plus AP avec N, donc c'est produit scalaire de PM avec N plus produit scalaire de AP avec N, et ceci est nul car P est dans notre hyperplan affine, donc le vecteur AP est orthogonal au vecteur N. Donc c'est exactement ce que l'on avait à
juste à observer, à démontrer. Alors ça c'est bien dans le... comment dire... c'est quelque chose d'intéressant que vous savez retrouver facilement. Et il y a une formule, alors que je vous donne, elle est au programme, mais bon, honnêtement, vous n'utiliserez que rarement. C'est quand votre hyperplan affine vous est donné par une équation cartésienne, c'est-à-dire quand on se place en base orthonormée, vous avez immédiatement une formule pour la distance. Donc, je suis pas sûr qu'il faille la prendre par cœur, cette formule-là, parce que bon, c'est pas tant qu'elle soit compliquée que vous n'aurez que rarement à l'utiliser, et les choses qu'on utilise rarement, généralement, on ne les connaît pas. Donc, si je prends B, une base orthonormée de E, je prends H, un hyperplan affine de E d'équation dans la base B A1 x1 plus AN xn égale une certaine constante K. Donc les A1, AN sont des scalaires non tous nuls, sont des réels non tous nuls fixés. X1, xn sont les coordonnées d'un objet M dans la base B, puis K est un réel aussi. Alors, si je prends M dans E de coordonnées x1, xn dans la base B, et bien la distance entre M et notre hyperplan affine H s'écrit comme la valeur absolue A1x1 plus ANxn moins K divisé par la racine carrée de A1 carré plus AN carré. On démontre cette formule et on aura presque terminé cette vidéo. Alors, il n'y a pas grand chose à démontrer en fait, parce que l'on sait que on connaît un vecteur normal à notre hyperplan. Donc un vecteur normal à notre hyperplan H, c'est le vecteur n qui est de coordonnées A1, AN dans notre base B. Alors, pour revenir à ce que l'on avait fait avant, eh bien, il suffit juste de renormaliser. Or, vu que l'on est dans une base orthonormée, on sait que le carré de la norme de n, c'est ceci, A1 au carré plus A2 au carré jusqu'à plus AN au carré. Donc, le vecteur U, qui est le vecteur n renormalisé, je vais dire et, ça, c'est bien un vecteur normal unitaire à notre H. Et bref, donc si je prends... Bon, j'ai déjà pris M, hein, donc la distance de... On a pris M dans l'énoncé, donc la distance de M à H, ben, d'après ce que l'on a dit, c'est avec A... Pardon. Avec A dans... dans H ronde quelconque. C'est donc le produit scalaire de AM avec U en valeur absolue. Donc c'est le produit scalaire du vecteur AM avec le vecteur N sur la norme de N. Donc on a déjà le dénominateur qui est expliqué. Il n'y a plus qu'à expliquer le
numérateur. Et le produit scalaire du vecteur AM avec le vecteur U, eh bien c'est avec le vecteur n, pardon, c'est le produit scalaire du vecteur OM avec le vecteur n moins le produit scalaire du vecteur OA avec le vecteur n aussi. Parce que tout simplement le vecteur AM c'est le vecteur OM moins le vecteur OA. Or, le produit scalaire du vecteur OM avec le vecteur n, c'est A1 x1 plus AN xn. On fait juste un produit scalaire exprimé quand on a des coordonnées dans une base orthonormée. Donc c'est juste le produit coefficient par coefficient. Et puis si on fait la même chose avec le vecteur A, si je note y1, yn, les coordonnées de A, ça nous fait A1, y1 plus AN, yn, sauf que A étant dans H, eh bien ceci vaut K. Et on obtient bien, donc, la distance entre M et H, qui est la valeur absolue de la différence entre ces deux choses-là, divisée par la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées de ce vecteur normal. Donc, on peut dire d'où le résultat. Donc encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il faille la savoir, cette formule, pour vous, parce que vous l'utiliserez que très rarement. Ça serait bien de savoir qu'elle existe. Et je pense qu'il vaut mieux savoir la retrouver avec un petit dessin et puis éventuellement en refaisant cela au besoin. Alors la dernière chose à voir, et là peut-être quelque chose d'assez utile en fait, plus peut-être en physique d'ailleurs, ce sont des questions d'orientation. Quand on prend cette feuille, hein, dans le plan, disons qu'on oriente le plan dans l'espace, on l'oriente naturellement, hein, par cette relation-là, hein, par ce qu'on appelle aussi soit le sens du tire-bouchon, soit le bonhomme d'Ampère. Eh bien, si je prends un plan, je peux l'orienter de deux manières différentes, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais qu'est-ce que cela revient à faire? Ben, ça revient juste à donner un vecteur normal soit d'un côté, soit de l'autre. Si je prends un vecteur normal qui est vers le haut, j'oriente comme ça, vers le bas, j'oriente comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Bref, on fait la même chose d'un point de vue abstrait. Donc, c'est une définition, mais il y aura un petit quelque chose à démontrer. Si je prends H, un hyperplan de E, si je prends, on considère donc que E est muni d'une orientation. E est orienté, c'est un espace vectoriel euclidien orienté. Si je prends U, un vecteur, dans son définition, proposition, hein, un vecteur normal à notre hyperplan, hyperplan, oui, hyperplan, on va dire vectoriel, on pourrait prendre affine aussi, hein. Un vecteur normal à H, non nul. Si je prends B, une base de H, eh bien je dis que la base B est directe si donc je peux faire ceci, je peux rajouter U à B, concaténer, on obtient une base de E, cette base soit directe soit indirecte,
Donc si ceci est indirect. Et direct, bien sûr. Donc on dit que l'on oriente l'hyperplan H par le vecteur normal U. Encore une fois, si j'ai mon hyperplan, si j'oriente vers le haut, ça tourne comme ça dans l'hyperplan. Si j'oriente vers le bas avec mon vecteur normal derrière, ça tourne comme ça, le sens direct. On a deux sens que l'on peut faire dans un plan dans l'espace. On fait la même chose. Et donc, je donne cette définition-là. Il y a quand même quelque chose à démontrer. Je dis que ceci définit une orientation dans l'hyperplan grand H. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, la définition est bien correcte. Si U est un vecteur normal à H non nul, U est une base du supplémentaire orthogonal de grand H, et donc la concaténation d'une base de H et de U, c'est bien une base de E, par concaténation de base. Donc il y a une chose à démontrer, c'est que si je prends deux bases de H, on a qui ont même orientation dans H, les deux concaténations ont même orientation dans E. Il faut montrer que c'est bien compatible. Donc si je prends B et B', deux bases de H. Je note C, la concaténation de B avec U, C', la concaténation de B' avec U. Ce sont des bases de E. On va montrer que B et B' ont même orientation dans H. J'aurais dû prendre un H droite, là. Si et seulement si C et C' ont même orientation dans E, ce qui permet bien de démontrer que ceci définit une orientation dans H. Et on va faire ceci juste avec une matrice de passage. Donc, avec P, la matrice de passage de B à B', et Q, la matrice de passage de Q de C à C'. Ben, si on regarde ça par bloc, quand on passe de C à C', donc quand on écrit les coefficients de B' dans la base, donc on écrit d'abord les coefficients de B' dans la base B, ça nous donne un bloc, puis après U dans la base U, ça donne un 1. Donc on a des 0 ici, des 0 ici, et puis la matrice de passage P là. Bref, le déterminant de Q par un calcul par bloc, vu que c'est diagonale par bloc, c'est égal au déterminant de P. Donc, on a bien que B et B' ont même orientation dans H, si et seulement si C et C' ont même orientation dans E, pardon. Donc, ont même orientation dans H, si et seulement si C et C' ont même orientation dans E, ce qui permet bien de définir la notion d'orientation sur un hyperplan. Alors vous, ce que vous retrouverez en physique, ça sera plutôt la notion d'orientation d'une surface par un champ de vecteurs normal. Donc qu'est-ce qui se passe quand on prend une surface? Si on prend un point sur la surface, en fait, on peut faire placer le plan tangent à cette surface. Et au point de contact, un vecteur normal au plan tangent, c'est aussi un vecteur normal à cette surface. Donc, ce que l'on fait, c'est que localement, donc, on oriente comme ça le plan tangent avec un vecteur normal, et sous certaines hypothèses de régularité sur la surface, on peut voir que cette orientation
sur le plan tangent, ben, elle définit correctement une orientation sur notre surface. Donc ce que vous ferez en physique, c'est orienter une surface avec des vecteurs normaux à la surface, et ça vous permettra par exemple de calculer des flux, des choses comme ça à travers la surface. Donc pour nous en maths, c'est pas du tout important, et en physique, vous y repenserez l'année prochaine quand vous mènerez tous ces calculs. Voilà pour cette vidéo qui était un peu longue. Ce qu'on a fait dans cette vidéo ne sera pas follement utile, je le répète encore une fois, voilà, c'est plutôt de la culture géométrique, qui est toujours bon d'avoir, mais vous utiliserez assez peu au concours. Les vidéos suivantes vont par contre être très importantes. On va parler d'isométrie dans un espace euclidien, et vous avez dû bien comprendre au vu du chapitre sur les complexes que les isométries sont des objets très intéressants. Et donc on va les étudier.